Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Oui, toujours, encore une fois, avec un Québécois. Je vous ai dit, j'ai pris un abonnement, mais aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Kate Alexander. Comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Ça va super bien. Je vais te corriger tout de suite. C'est Keith Alexander. Excuse-moi, c'est parce que je l'ai prononcé à l'anglais. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'est Keith Alexander. Je lutte, je fais du catch depuis 2019. J'évolue au Québec, surtout à Generation Next et la NSPW. D'accord. Donc, je sais que vous avez eu en entrevue mon ami Pee-Wee, Léo Harvey, Stephen Sullivan, tout du monde avec qui je travaille normalement. D'accord. Alors, tu vois, pour la première question, elle devait être très simple. Comment tu as découvert le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde à la télévision? Est-ce qu'on te l'a fait découvrir? Comment ça se passe pour toi, les tout débuts? Au Québec, dans le fond, on a comme deux canaux sportifs. C'est RDS ou TSN en anglais, puis Sportsnet / TVA Sport. Et il y a un jour où j'étais adolescent, puis je me promenais sur les canaux, puis tout d'un coup, je suis tombé sur du catch, la WWE, c'était Monday Night Raw. Puis là, c'est quand même drôle, là, c'était le Sex Celebration de Edge et Lita. Donc, puis j'étais comme, aïe, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, j'ai continué à l'écouter, puis là, j'ai vraiment trippé, j'ai vu John Cena, j'étais comme, OK, c'est cool. Puis à partir de ce moment-là, c'était comme un coup de cœur pour moi, là, j'ai vraiment aimé la lutte, le catch, à partir de ce moment-là. À l'époque, comme t'expliquais, tu étais jeune et tout. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme toi est accroché? C'est quoi? C'est le fait qu'il y a un monde de fous parce que la WWE, c'est quasiment tout le temps à guichet fermé. Les pyrotechnies, le fait de voir quelque chose de particulier qui t'a permis d'accrocher parce que, tu vois, en général, bon, on zappe, on regarde quelques minutes, puis après, tu vois, on passe à autre chose. Qu'est-ce qui t'a fait, toi, accrocher? Mais je pense que c'est un paquet de tout ce qu'il y avait. Tu sais, il y avait Edge qui était super cool, les cheveux longs, punk rocker. Après ça, il y avait juste, admettons, les musiques d'entrée, ça m'accrochait. Je suis musicien, donc c'était comme, je trouvais ça super cool. C'était des bonnes musiques catchy. Puis juste le fait que, admettons, c'était vraiment bien. L'aspect théâtral était incroyable. Tu sais, genre, comme je vais revenir sur l'exemple, c'est pas le segment le plus incroyable. Mais tu sais, c'était Edge puis Lita dans un Sex Celebration. Puis John Cena arrive puis il fait tout genre pendant ça. J'ai comme qu'est-ce qui se passe à ma TV, c'est incroyable. Puis c'est ça, moi, genre je sais pas, je pense que c'est un paquet de tout ce que j'ai vu dans ce segment-là. Puis par la suite les matchs, que c'était super athlétique, c'était super cool. Je pense que c'est un mix de tout. Ok. À l'époque, tu comprenais un petit peu ce que tu regardais. Est-ce que, par exemple, tu avais déjà eu des retours de certains membres de ta famille? Peut-être tes parents ils regardaient étant plus jeune, ou alors tes grands-parents, mais tu comprenais à l'époque ce que tu regardais ou vraiment pas du tout? Je comprenais que j'avais une idée de ce que c'était. Je savais que c'était pas chorégraphié, mais je savais que c'était scripté. Donc, mais je savais pas à quel niveau ça l'était. Donc, je comprenais que c'était arrangé, puis c'était une mise en scène, puis c'était cool. Mais je comprenais pas nécessairement comment est-ce qu'il faisait toutes les manœuvres, comment est-ce qu'il s'amusait à jouer avec l'émotion de la foule, puis tous les trucs comme ça. Donc, il y avait comme ce petit mystère-là qui planait là. Puis, tu sais, côté parents, famille, j'étais le premier à écouter de la lutte dans mon coin. Là, tu sais. J'avais pas d'amis qui écoutaient ça, j'avais pas de famille qui écoutait ça. C'est comme moi qui ai converti le monde autour de moi à en écouter. Là. Ok. Justement, tu dirais que ça c'était quoi, toi, l'élément déclencheur qui t'a permis donc de passer de simple fan de catch à catcheur? Donc le petit jeune qui s'amusait à zapper puis qui tombe de dessus. C'était quoi pour toi cet élément déclencheur? Et ça s'est vraiment fait plus tard. Là, j'ai écouté la WWE à mon adolescence, puis j'ai commencé à lutter à 28 ans. Donc, c'est comme 15 ans plus tard. Puis c'est juste que dans notre coin,
j'ai été voir un spectacle de lutte indépendante, la NSPW, justement. Et j'avais vraiment été impressionné par le calibre. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à la lutte indépendante, ça serait un peu tout croche, mais ça l'était pas. C'était vraiment pro. Il y avait même Johnny Gargano qui était là. Fait que c'était super cool, ce show-là. Puis par la suite, ben, j'ai vu qu'il y avait une école de lutte. Puis je me suis dit, ben écoute, et ça m'intéresse. Quand j'étais jeune, j'étais comme, je me voyais à WrestleMania, comme tous les enfants là, qui écoutent on a tous le petit rêve de faire une entrée à WrestleMania. Fait que là, j'étais comme, j'ai fait 2+2. J'ai fait, c'est peut-être pas possible de se rendre à WrestleMania, mais c'est au moins possible de faire des matchs potentiellement, puis de voir c'est quoi le monde vraiment à l'intérieur. Donc, je me suis lancé, puis j'ai essayé. Ok. Est-ce que à l'époque tu savais qu'il y avait un gala de catch à côté de chez toi, enfin une école de catch, parce que c'est vrai qu'en général, bah tu vois, on regarde ça à la télé, mais on n'est pas forcément au courant qu'il y en a à côté de chez soi. Bon, peut-être aujourd'hui oui, parce qu'avec les réseaux sociaux sont beaucoup plus, évolués. Tout le monde est sur les réseaux sociaux quasiment aujourd'hui. Mais est-ce que toi à l'époque tu savais qu'il y avait un gala de catch à côté de chez toi, enfin plutôt une école de catch? Ben moi, je l'ai su quand je suis allé me chercher quelque chose au dépanneur à côté de chez moi. Puis il y avait accroché des affiches qui faisaient la promotion du prochain spectacle. Donc, ben là, c'est là que je l'ai vu. J'étais comme, c'est juste à côté, fait que je vais aller regarder. Puis pour l'école de lutte, ben dans le fond, ce qui s'est passé, c'est juste, sur les médias sociaux, il faisait la promotion, mais aussi, il y a un spectacle en tant que tel où il donnait des dépliants pour faire, encore une fois, la promotion de l'école de lutte. Puis c'est de là que je l'ai appris. Puis un petit coup de fil, un petit email, puis c'était réglé. Voilà, il y a rien de bien plus compliqué, puis pareil, surtout le plus important, c'est de se renseigner. On ne le répétera jamais assez parce qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, n'importe qui peut ouvrir une école de catch. À l'époque, ça a été quoi la réaction de ta famille quand tu leur annonçais que voilà, tu allais te lancer dans les catch? Est-ce qu'il y en a qui t'ont suivi dedans? Est-ce que c'était plus compliqué pour d'autres? Comment ça a été la réaction des membres de ta famille? Ben, les gens de ma famille m'ont tout encouragé. Là. Ma copine m'a encouragé. Euh, j'ai un ami qui a voulu laisser avec moi, mais il s'est désisté le soir du premier cours. Mais sinon, Je tu sais, peux ça a juste comprendre. été positif. Là. Tout le monde était, tout le monde était positif. Là. Il y a peut-être quelques personnes dans mon entourage qui trouvaient ça un peu ridicule de faire ça, mais j'étais comme, bah, tu sais, je pourrais aussi jouer au hockey puis faire d'autres sports, puis ça reviendra au même là, pour moi. Là. Fait que, je me suis juste lancé, puis tu sais, au final, ma mère, c'est comme ma plus grande supporter en ce moment, puis c'est ça. T'avais déjà fait du sport de combat, pardon, t'avais déjà fait du sport de combat avant, ou alors là, c'est vraiment le premier. Pardon, excuse-moi, j'ai des rototos, excuse. Je voulais savoir, les sports de combat, c'était quelque chose de nouveau pour toi ou t'en avais déjà fait? J'avais jamais fait de sport de combat. J'ai fait du hockey de haut niveau. D'accord. Et c'est pas mal le seul sport que j'ai vraiment poussé à l'intérieur. Là. C'est sûr que j'ai joué à d'autres sports comme le ultimate frisbee, tous ces sports-là que tu apprends à l'école ou des trucs comme ça. Mais le seul sport que j'avais vraiment poussé, c'était le hockey. Ok. Aujourd'hui, le fait que, bah, comme t'expliquais, hein, t'es catcheur, tu vois un petit peu l'envers du décor. À l'époque, tu t'attendais à ce que ça soit aussi compliqué, c'est-à-dire au niveau du cardio, au niveau également aussi, enfin, des chutes et tout. Tu t'attendais à ce que ça soit aussi compliqué ou vraiment pas? Et je m'attendais à ce que ce soit dur, oui. Quand j'étais jeune, justement dans mon adolescence, c'était vraiment ma passion, la lutte. Donc, je lisais vraiment beaucoup d'autobiographies des lutteurs, tout. Et ça commençait tout avec la même formule qu'ils parlaient de leur cours de lutte, puis à quel point c'était dur, puis à quel point le lendemain tu te levais, puis tu étais plus capable de marcher ou des trucs comme ça. Donc, j'avais déjà cette appréhension-là que c'était pour pas être facile, puis ça l'est pas. Il y a rien de facile là-dedans, il y a rien de naturel non plus d'en tomber sur un ring. Mais on s'habitue, puis c'est ça. J'ai comme, mais je m'y attendais à ce que ce soit compliqué. Là.
côté cardio, toutes ces affaires-là, tu peux te préparer, mais il n'y a rien qui te prépare pour de vrai tant que tu n'as pas eu un vrai match là, encore. Je vais bien comprendre. Quand tu as commencé tes entraînements, qu'est-ce que tu as trouvé de plus compliqué selon toi? Est-ce que c'est le fait de courir dans les cordes? Parce que je le rappellerai jamais assez, on pense que c'est facile de courir dans les cordes alors que pas du tout. Est-ce que c'est de se faire, enfin, de se prendre des chutes, des soumissions, bref, qu'est-ce qui était le plus compliqué pour toi au tout début? C'était surtout de vaincre mes peurs. Donc, tout ce qui était, mettons, n'importe quoi qui était front flip, faire des pirouettes ou n'importe quoi qui requérait un petit peu plus d'athlétisme que de juste courir ou de tomber. C'était ça. Toutes les fois que tu tombes de haut, c'était surtout ça que je trouvais le plus difficile. C'est sûr que les affaires comme une roulade arrière, ben, tout le monde a de la misère en partant, sauf les vraiment naturels. Donc, ces petits trucs-là. Mais tiens, mettons, côté cardio, côté course de corde, tomber, ça allait bien. L'exécution des moves, ça allait bien, mais c'est ça, à la minute que c'était un mouvement un petit peu plus risqué, ben c'est là que ça devenait un petit peu plus stressant de mon côté. Ok. C'était important pour toi de rentrer dans un endroit dont peut-être certes tu connais, enfin que tu ne connaissais pas plus que ça, hormis à travers la télé, mais c'était important pour toi d'être bien accueilli. Tu étais bien accueilli toi le premier jour et ça c'était aussi quand même assez rassurant pour toi. Oui, oui, absolument. J'avais beaucoup d'appréhension. Tu lis des histoires sur les écoles de lutte, puis tout le temps. Mais d'un côté, les excuse-moi, les histoires négatives vont toujours plus ressortir que les histoires positives. Donc, je m'attendais vraiment à la pire des choses. Là. Je m'attendais à ce que j'arrive là puis qu'on me donne des coups de chaise sur la tête pour voir si j'étais assez dur ou tous ces trucs-là. Donc, j'avais vraiment peur, mais quand je suis arrivé, c'était vraiment on est bien accueillis, on est pris en soin. Il n'y a rien qu'on fait si on n'est pas à l'aise, mais honnêtement, je m'attendais vraiment à pire que ce que c'était. Puis au final, ben, ça a vraiment bien été. Ok. Justement, on va parler un petit peu du personnage que tu incarnes sur le ring. Pour les Français comme nous, peut-être pour certains Québécois qui ne t'ont pas encore découvert, comment tu devrais le décrire? Comment tout a commencé pour ce personnage? Et on sait toujours, hein, même les plus grands le disent, on peut toujours s'améliorer. Donc du coup, s'il y a des choses à modifier selon toi, qu'est-ce que ça serait et pourquoi? Ben, pour me décrire rapidement, je pense que c'est juste. Ben, premièrement, je suis un méchant, là, un heel. Et pour me décrire très simplement, je suis juste moi, mais quand je suis très arrogant. Donc, je vais pas. J'ai pas rien de spécial sur moi. J'ai pas. Je suis semi-générique, mais ce qui fait ma force, c'est mes interactions puis tout ce que je fais autour de ça. C'est ça. Je pense que ce que je pourrais améliorer le plus en ce moment, ça serait peut-être ma rapidité de transition entre mes mouvements puis tous les trucs comme ça. Je suis quelqu'un de vocal, je suis quelqu'un de très expressif dans le ring, mais je crois que je pourrais peut-être, admettons, juste rajouter encore plus une dose d'intensité dans ce que je fais. Est-ce que tu es quand même quelqu'un de stressé, toi, avant un match? Parce que, je le répète à chaque fois, au début, tu vois, on est un peu plongé dans l'inconnu. On catch uniquement, tu vois, enfin, on a des matchs d'entraînement un peu avec des gens qu'on commence un peu à connaître. C'est vrai qu'après, être exposé à 100 voire parfois 1000 ou 500 personnes, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Est-ce qu'on a quand même une part de trac ou pas du tout de ton côté? C'est difficile à dire. Une des personnes backstage que je suis très tranquille et c'est rare que je suis stressé, même dans la vie de tous les jours. Donc, je trouve que ça se reflète bien avant un match. C'est sûr que j'ai toujours un petit boost d'adrénaline avant de traverser le rideau, comme je pense n'importe qui. Si j'avais pas ce boost d'adrénaline-là, je pense que je serais pas capable de performer à un bon niveau. Mais, tu sais, mettons,
je sais pas, dirons les 5 heures avant le spectacle, avant mon match, ben je réalise pas tout le temps que j'ai un match à faire, puis tu sais, je me promène, puis je blague avec les gars, puis les filles. Tu sais, genre, je suis pas vraiment trop préoccupé par mon match avant que ça arrive. Un rituel particulier avant ton match, une isolation, tu bois en particulier, t'écoutes ta musique favorite. Est-ce que tu as un rituel avant que tu montes sur le ring ou vraiment pas du tout? Ben, souvent, quand il faut que je répète ce que je vais faire dans le match, je prends un de mes amis, souvent c'est Greg, Golden Greg, je sais pas si tu l'as eu, mais Pas du tout, non, pas Golden encore. Greg ou Cédric O'Connor, puis je les amène, puis je leur raconte mon match, mais je leur raconte de manière comme si j'étais dans le ring. Donc, disons, je parle de mes émotions, de comment je me sens, puis face à ce qui s'en vient dans le match, mais tu sais, en personnage. Dans le fond, je leur dis pas, mettons, ah, je suis stressé de faire ça, je suis comme juste, mettons, mais là, lui, il s'en vient, puis là, c'est pas vrai que je vais me faire avoir parce que, genre, je suis plus intelligent que lui, je vais passer en bas, je le vois, puis je fais une German suplex, mettons. C'est tout, je parle avec émotion, comme si j'étais en personnage. C'est pas le seul rituel que j'aurais avant de faire un match. En général, je demande, et c'est vrai qu'il va falloir que je modifie un petit peu cette question. Du coup, je vais la modifier ici, hein. C'est exactement la même question que je pose en général, mais avec une toute petite modification. En général, je demande si le temps est compliqué, tu vois, donc avant de monter sur le ring. Donc, est-ce que si jamais tu es en opener ou en main event, est-ce que tu trouves ça le temps long? Mais comme je dis, je vais la modifier. Est-ce que le jour ou la veille d'un show, est-ce que le temps est long? Est-ce que parfois tu te dis, putain, j'ai envie justement de monter sur le ring, j'ai envie de, pourquoi pas, devenir champion, tu vois, une petite boule, tu vois, qui est, mais pas une boule de stress, mais une boule où, par exemple, tu vois, entre guillemets, que tu as la DeLorean et puis que, en gros, l'heure arrive absolument. Oui, oui. Je pense que tous les matins de spectacle, je me lève puis j'ai de la misère à me concentrer sur ce que je dois faire. Tu sais, souvent, les spectacles, c'est le soir. Puis, mettons, je me lève à 9 h le matin, mais il faut que je fasse du ménage chez nous, il faut que j'aille promener mon chien. Puis, je procrastine beaucoup la journée des spectacles. Je vais promener mon chien, mais j'ai pas tant la tête à ça. J'ai hâte que la soirée arrive. Puis pendant l'événement, ben, si, admettons, je suis plus tard dans la soirée, ben, rendu là, c'est moins pire parce qu'au moins, je peux regarder les matchs des autres. Tu sais, on a accès backstage à une TV, je peux regarder. Puis, tu sais, genre, je suis encore un fan de lutte, donc j'apprécie quand même tous les moments que j'ai proches des gens. Tu sais, genre, j'adore regarder les matchs de mes collègues puis tout le monde. Là, puis c'est ça. Fait que, tu sais, pendant la soirée, ça va bien, mais au début de la journée, je trouve le temps long, oui. Et ben justement, tu parlais comme quoi que tu promenais ton chien, que tu faisais le ménage. C'est très important de faire le ménage, hein. Madame elle sera d'accord. Bref, je voulais savoir, est-ce que parfois, si admettons, tu as des matchs par équipe ou si jamais tu as un match contre un adversaire dont tu connais très peu, est-ce que ça vous arrive parfois de créer un groupe, peut-être WhatsApp ou un groupe Messenger, et s'échanger un petit peu sur ce qu'on veut proposer dans la soirée, ou ça en général c'est déjà un peu prévu en avance? Pourquoi je parle de ça? Parce que tu l'expliquais tout à l'heure, toi lors du premier show que tu vois, tu as des personnes comme Johnny Gargano, on en a pas parlé, hein, tu parlais également aussi que tu étais très ami avec Pee-Wee, il l'a dit sur la chaîne, il y avait des Kevin Owens, des Cody Rhodes, mais c'est vrai que tous ces noms-là sont pas forcément tous à la NSPW, hein. On circule un petit peu à droite et à gauche. Justement, est-ce que vous avez le temps parfois de pouvoir travailler, ou alors parfois vous vous échangez plutôt des textos, ce soir je veux proposer ça, moi je veux proposer ça. Est-ce que vous avez vraiment le temps par moment de proposer des bons matchs, où c'est un peu compliqué, vous êtes limite au niveau du temps? La plupart du temps, c'est vraiment la soirée même. Là, on arrive un peu plus tôt que l'ouverture des portes. Souvent, quand je sais que j'ai un bon match pas intéressant, mais je veux dire, un bon match
qu'il va y avoir du monde qui vont être pas mal plus intéressants, mettons. Je vais souvent essayer d'analyser un petit peu plus ce qui se passe à la TV pour essayer de trouver des spots ou des trucs comme ça, puis rajouter ma saveur. Mais c'est rare qu'on s'écrit avant le show. Là. Il y a des fois, ça arrive plus quand je lutte contre des amis proches, comme, mettons, justement, Golden Greg, Cédric O'Connor, où ce qu'on s'échange, mettons, des idées, parce qu'on se parle quand même tous les jours, nous trois. Mais, admettons, disons, je lutterais contre Johnny Gargano, mettons, ben, ça serait le soir même, probablement, qu'on regarderait ça. Et est-ce que justement par rapport à ça, hein, est-ce que pour toi tu aimerais bien que ça change pas? Par exemple, est-ce que tu aimerais bien avoir une journée ou voire deux pour justement pouvoir travailler avec ton adversaire? Bon, après je sais que c'est toujours un coût budgétaire, hein, ça je le comprends tout à fait, mais justement je veux avoir ton avis à toi. Est-ce que une journée avant, t'aimerais bien pouvoir, par exemple, je sais pas, je veux dire une connerie, aujourd'hui on est vendredi, demain tu as un show, bah t'aimerais bien que ton adversaire arrive, genre par exemple le vendredi matin, et que bah vous travaillez, genre tu vois, enfin le vendredi toute la journée, que vous rentrez chez vous, que vous retravaillez un petit peu le samedi en début d'après-midi pour être sûr et certain et être un petit peu plus performant au niveau du show, ou tout est bien comme c'est là actuellement? Moi, je trouve que ça va bien, la formule qu'on a en ce moment. Tu sais, je pense que surpenser à ce qu'on veut faire, des fois, ça va peut-être amener d'autres problèmes. Oui. Disons, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on fait aussi qui est relié sur la réaction de la foule. Donc, si, admettons, tout est préparé et chorégraphié d'avance, on n'a plus vraiment la marge de manœuvre qu'on a pour improviser entre certaines choses. Puis, j'ai aussi remarqué que quand que je faisais ça, nos premiers matchs, c'est sûr qu'on les pratique un peu d'avance, puis tous les trucs comme ça. Mais on est plus porté à penser au prochain mouvement plutôt que de prendre le moment présent, d'aller voir la foule, d'aller prendre le temps de faire la connexion qu'on a besoin de faire avec le public pour justement donner un moment mémorable. Parce que au final, la plupart des gens ne se rappellent pas des matchs, la plupart des gens se rappellent des moments. Donc, les moments, tu peux pas vraiment les planifier. Tu peux juste les faire sur. C'est sûr qu'il y a des moments plus planifiés que d'autres, mais je veux dire, mettons, l'interaction que j'ai avec un enfant, ben, je peux pas la planifier dans un match, dans une préparation de match. Tu dirais que ça serait un petit peu plus, robotique? Si, admettons, tout, enfin, tu vois, le truc que j'expliquais là par rapport à la veille et tout, ça serait beaucoup trop robotique pour toi? Mais je pense que oui. Je pense que je prendrais plus le temps d'analyser les mouvements, puis moins le temps de sentir ce que je fais, puis d'être plus naturel dans ce que je m'en vais avec ça. Ok. Tout à l'heure, tu nous expliquais que tu étais heel. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien, heel? Est-ce que face, ça peut être possible pour toi? Et est-ce que justement, tu t'épanouis en étant heel? Ben, je suis capable de faire les deux. J'ai fait les deux jusqu'à maintenant. Je préfère être heel, c'est juste, tout le monde va le dire, c'est plus simple. T'as moins de, c'est plus facile de tester quelqu'un. C'est plus facile de montrer à quelqu'un qui peut te détester encore plus que ce qu'il te déteste que d'avoir quelqu'un qui t'aime. D'un côté. Donc, c'est sûr que c'est plus facile. D'un autre côté, j'aime ça être fait, j'aime ça avoir la réaction. Mais c'est ça, je pense que juste le fait d'être heel, ça me permet d'aller plus loin et de justement moins focusser sur ce que je fais entre les moves parce que ça se fait plus naturellement pour moi. Genre, des fois, j'ai juste besoin de me relever puis de regarder quelqu'un dans la foule. J'ai même pas besoin de rien dire puis je vais avoir une réaction. Tandis que il faut que tu cries, il faut que tu sois énergique, il faut que le monde ait envie d'être derrière toi. Donc, alors peut-être, excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais rajouter quelque chose, parce que j'ai un petit décalage, excuse-moi encore une fois. Je voulais savoir par rapport au niveau de ça, là, du heel, est-ce que toi, t'expliquais que tu avais fait les deux, mais est-ce que tu dirais que le fait que tu sois heel, est-ce que pour toi, c'est d'une part un peu plus où tu peux proposer beaucoup plus de choses que si, admettons, tu vois, t'aurais été face
face. Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, enfin, t'es heel, bah tu te dis, bah voilà, là, je vais attaquer l'arbitre, je vais attaquer mon adversaire pendant que l'arbitre aura le dos tourné, et au moins, tu vois, je vais attaquer mais vraiment sérieusement, alors que justement, le contraire, t'aurais été face, tu t'aurais fait attaquer, t'aurais peut-être pas pu montrer ce que toi t'aurais voulu montrer. Je sais pas si tu comprends un peu Oui. Ben ce que oui, je veux c'est à peu dire. près ça. J'ai plus d'idées créatives en tant que heel que je suis plus capable d'appliquer pour justement avoir une meilleure réaction que des idées face. Disons ça. Ok. Et Tu te j'ai une sens plus grande mieux, créativité. tu te sens mieux en heel, toi? Oui. Ouais. Ok. Et pour une raison particulière? Ou pas du tout, non? Je sais pas, c'est naturel. Là. Les gens m'aiment pas, puis je suis content comme ça, puis je leur en donne plus. Ok, non, mais il y a pas de souci. Et du coup, alors, en général, je demande un petit peu, c'est vrai que je la pose très peu, cette question, mais je pense que je vais la poser quasiment à toutes mes interviews. Donc, du coup, s'il y a des gens qui nous regardent, notez-le sur un papier. Mais je voulais parler un petit peu, tu vois, du kayfabe, un peu comme on est là et tout. Alors, je sais qu'en général, tu vois, c'est pas évident pour beaucoup de monde, soit faire une interview avec son personnage, à ce moment-là, il faut le maîtriser à la perfection et tout, soit une interview normale, comme on fait tous. Et pareil, pour toi, après un gala de catch, pendant la séance de signature, de photos et tout, pour toi, est-ce qu'il faut rester dans son personnage ou est-ce qu'il faut être en mode kayfabe? Je pense que le kayfabe en 2024, c'est différent du kayfabe des années 90. J'ai expliqué. Je pense que d'un certain point, le monde sont tous au courant que c'est scripté maintenant. Il y a vraiment juste une petite poignée de gens qui ne savent pas encore, ou les enfants. Puis je pense que le nouveau kayfabe, c'est plus de montrer que dans le ring, mais ça fait vraiment mal. C'est plus, tu sais, c'est pas tant, tu sais, c'est pas doux. C'est ce que je veux dire. Tu sais, on prend soin de toi, on s'aide, mais au final, c'est quand même un sport de combat, entre guillemets. Et les coups, c'est des vrais coups. C'est juste des coups à des endroits un petit peu plus sécuritaires. Mais ça fait, c'est pour vrai. Donc, je pense que le nouveau kayfabe en 2024, c'est plus d'être conscient que dans le ring, ça fait mal, puis c'est ça qu'on veut projeter. Au final, il y a beaucoup de gens qui comprennent que la lutte, il y a un aspect théâtral. Donc, à la séance d'autographe, de signature puis de photos par la suite, j'essaie de rester en personnage, mais au final, il y a des gens qui veulent quand même prendre des photos avec moi. Puis, tu sais, genre, je pense que c'est un peu important de garder l'illusion parce que les gens veulent pas prendre des photos avec moi en ce moment. Les gens veulent prendre des photos avec Keith Alexander qui était dans le ring. Donc, je pense que si je peux au moins garder cette petite aura-là autour de la photo, autour de la rencontre avec les gens, ben, au final, c'est ce qu'ils veulent. Mais je pense pas que c'est tant grave que ça de totalement oublier, pas totalement oublier, mais d'avoir des petites craques dans son personnage lors des entrevues ou des trucs comme ça. Ok, non mais au moins c'est bien parce que vous avez tous un avis différent et c'est bien, tu vois, justement que chacun donne son avis et comme je le dis, c'est vraiment quelque chose d'important. Je veux juste encore une fois qu'on reste au niveau du public. Après, on remontrera rapidement dans le ring. Hein. J'ai fait un peu les choses à l'envers, mais c'est pas grave. Du moment que j'arrive à suivre ma ligne conductrice, c'est pas grave. Mais en général, c'est quoi le retour que tu as du public? Bon, t'expliquais tout à l'heure que quand t'es heel, c'est sûr que tu kiffes te faire huer et tout. Et si tu te fais pas huer, c'est qu'il y a vraiment un problème, que tu fais très mal ton boulot. Et est-ce que au niveau, par exemple, est-ce que t'as la même T'as le même retour également aussi comme quand tu es face. Et est-ce que parfois t'as des enfants qui sont un petit peu dégoûtés parce que les heels ils sont un peu là pour gâcher les rêves des gosses, hein, pour leur héros de la soirée ou vous leur péter la gueule. Mais sinon c'est quoi en général les retours que t'as? Ben ça, c'est drôle. En tant que face, faut que je travaille un petit peu plus fort, je vais l'avouer. Faut que je rajoute plus d'intensité. Mais tu sais, ça marche bien.
Mais côté Hill, avec les enfants, justement, j'ai comme développé, pas développé, là, j'ai un peu poussé l'enveloppe sur le fait que j'aime pas les enfants dans mon personnage. Puis les enfants me détestent. Fait que j'ai comme vraiment réussi à. Tu sais, la saison dernière, j'avais un groupe d'enfants, ils étaient des frères et sœurs, puis des fois, ils amenaient leurs voisins, leurs amis, puis ils se faisaient toujours des affiches pour m'insulter. Ils me détestent. Puis moi, tu sais, genre, quand la minute que je prenais le micro, je m'assurais de les insulter un petit peu. Mais tu sais, genre, jamais quelque chose de gros, mais juste assez pour qu'ils comprennent que, genre, c'était envers eux. Tu sais, comme en même temps, je les traitais de petites patates pilées. Et au final, c'est vraiment inoffensif, mais pour des enfants, ils se sont fait traiter de patates pilées, ils sont insultés. Puis après ça, quand je vais à la table justement de marchandises, puis je me fais prendre en photo avec eux autres, ils veulent pas venir, ils viennent juste m'insulter. Puis tu sais, c'était super cool. Là, mais c'est ça, mais je brisais leur soir. Puis en plus, la saison dernière, j'étais champion. Donc, je pouvais m'en permettre encore plus parce que j'y allais vraiment over the top. Donc, tu sais, j'ai eu une entrée où j'avais une chorale qui me lançait des pétales de rose. Je m'étais proclamé le roi de la fédération, donc j'étais rentré une fois avec un trône et du monde qui me prenait. Fait que là, juste ces trucs-là, ça faisait la foule était juste tannée que je sois là, puis que genre. Parce que, tu sais, les autres lutteurs, ils travaillaient fort, mettons, ils sont super athlétiques. Puis là, il y a le clown qui arrive, qui est au sommet, puis en plus de ça, il fait des niaiseries, puis le monde, ça les fâchait de voir que j'étais pas le meilleur lutteur, mais j'étais celui qui, des fois, qui prenait le plus de place, justement. Fait que c'est ça, il y avait beaucoup de gens qui se fâchaient. Puis c'était bien. La finale de saison dernière, la foule était hostile envers moi, puis j'étais content. Et puis, et puis en plus, comme tu disais, tu vois, c'est bien aussi d'avoir une interaction aussi comme ça avec des enfants parce qu'au moins, tu vois, ils se sentent comme des gens, tu vois, importants. Et ça, tu vois, je trouve que c'est bien, c'est cool. Juste dernière question par rapport à ça, puis après on reviendra au niveau de tes combats. Je voulais savoir, attends, j'allais dire un truc, mais je sais plus quoi. Je viens de perdre ma question, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Non, je sais plus. Excuse-moi. C'est pas grave. Ça va peut-être me revenir après. Donc, du coup, on fera une petite parenthèse. On reviendra. Justement, si tu devais nous parler l'un de tes meilleurs matchs et l'un de tes pires matchs, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Meilleur match, je crois que ça serait contre Cedric O'Connor en finale de saison, justement, l'an dernier. La fois où j'ai été champion, dans le fond, toute la saison. Et c'était le soir où je perdais ma ceinture. Mais le fait on avait construit une histoire autour du fait que lui se relevait toujours de ce que j'y avais fait. Puis on s'était pas touché une fois de la saison. Il avait été comme construit comme un super-héros en parallèle. Puis moi, j'étais comme le super vilain de l'autre côté. Puis on s'est juste rencontrés à la finale de saison. Puis je crois que juste l'atmosphère, l'exécution, quand l'arbitre a compté, parce que j'ai gagné tous mes matchs dans cette saison-là, mais je les ai gagnés tous en trichant. Donc, il y avait toujours un petit quelque chose. J'avais un bâton de baseball que je traînais avec moi, que je surnommais Léon le bâton. Puis, juste Léon le bâton, dans le fond, ce que je faisais, c'est à chaque match, il m'aidait à gagner. Il y avait quelque chose qui faisait que je gagnais grâce à lui. Puis, on a eu l'idée qu'à ce match-là, vu que je perdais, que Cédric, il casse le bâton. Puis juste ce moment-là, la réaction de la foule, il était vraiment... La foule qui tripait, il capotait, c'était fou. Puis là, tout de suite après, je rentrais mon finisher. Donc là, la foule est comme redevenue morte à l'instant parce que là, il était comme c'est encore à cause de Léon le Bâton qu'il peut avoir gagné. Puis là, tout d'un coup, il réussissait à s'en sortir. Là, il était Superman, puis à ce moment-là, la foule était juste vraiment dans le match. Puis c'est pour ça que c'est un de mes matchs favoris à vie. On a tellement eu du plaisir à le monter. C'est vrai que c'est un de mes bons amis. On a eu du plaisir à le monter, on a eu du plaisir à avoir des idées. Puis l'exécution qu'on a faite, c'était exactement ce qu'on s'attendait. Et Okay. au contraire, mon pire match,
C'est compliqué, hein, je sais, excuse-moi. Non, ça va, faut que je réfléchisse. Mais je pense que mon pire match, c'est aussi contre Cédric. Parce que ouais, ça va être ce match-là. On luttait contre, on était quand même dans nos débuts. Ça faisait même pas un an qu'on luttait encore. Puis on avait une bonne idée de ce qu'on était pour faire. On s'était fait on avait des bonnes idées. Puis finalement, on s'est rendu compte pendant le match que on n'avait peut-être pas autant le cardio puis l'expérience pour tout faire. Puis le match a mal commencé parce que directement quand c'est commencé, je me suis cogné la tête. Donc, j'étais un peu... mais je filais pas. Puis, au final, ça s'est bien fini. Mais le match, on a dû le couper parce que j'étais plus capable. Fait qu'on n'a pas fini le match. Il m'a battu sur un move qui était pas supposé être le finish. Mais on a quand même eu la réaction qu'on voulait au final parce que personne s'est vraiment rendu compte que j'avais mal puis que ça s'était mal passé. Mais c'est ça. C'est probablement le pire match que j'ai eu aussi. J'ai retrouvé, ça y est, la question que je voulais te poser juste avant. On parlait juste avant de la réaction des fans et tout. Je voulais savoir, est-ce que en général, vous avez un petit peu du public qui vient régulièrement? Est-ce que vous avez des bonjour le petit chacha, il est mignon le chat. Vous avez du public en général qui vient souvent, qui est régulier, et justement, c'est quoi eux leur réaction que tu as eu? Je suis sûr que ça doit être des réactions un petit peu différentes parce que ils ont vu quand tu commences et ils te voient là maintenant. Mais en général, le public comme ça régulier, c'est eux qui sont les plus, disons, les plus sévères. C'est quoi en général le retour que tu as eu de ce public-là? Oui, on a des gens réguliers qui viennent. Mais je crois que c'est eux qui étaient Moi, juste un instant, là. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Il veut pas participer aussi à l'interview, le chat, ça c'est normal. Dans le fond, les gens réguliers, je pense que c'est eux qui ont peut-être plus encore apprécié notre storytelling puis nos histoires parce que les autres, ils étaient vraiment investis dans tout ce qu'on a créé depuis le début de la saison. Donc, je pense qu'eux, ils ont peut-être encore plus apprécié justement ce que ça donnait au final parce que je pense que de la manière qu'on a créé notre saison l'an dernier, on avait des promos en ligne, on avait tout plein d'interactions. Puis je pense que rajouter tout ça ensemble, c'est ce qui rendait comme le mets principal, mettons, c'est drôle à dire comme ça, mais le mets principal autant bon que ça. C'est comme si tu venais juste voir un spectacle, t'étais les boulettes à la viande, mais si tu venais voir les autres tu regardais les vidéos, t'avais le spaghetti au travers. Puis si tu regardais les interactions Facebook, t'avais la sauce. Donc, t'avais un spaghetti complet d'interaction puis de storytelling. Puis c'est vraiment la pire analogie que j'ai utilisée, le spaghetti. Là. Mais c'est pas grave, on a compris, je te rassure, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Fait que c'est ça. Je pense que les gens réguliers ont probablement encore plus apprécié nos interactions et tous nos trucs comme ça, justement pour pouvoir avoir la vision globale de l'histoire qu'on essaie de construire ensemble. Et pour le chat, le retour, c'est quoi le retour qui t'a donné? Ton chat, c'est un retour positif, c'est un retour négatif? Le chat, il va chialer tant qu'il n'y a pas de nourriture. Là. Salut, là, c'est ta nante, là. Salut, bonjour de la France, le chat. Et on parlait tout à l'heure au niveau de tes matchs. Je voulais savoir, est-ce que toi, personnellement, tu as des stipulations que tu préfères? Parce que tu vois, dans le catch, c'est pas non plus uniquement que des matchs classiques. Il y a des matchs à stipulation, des matchs hardcore et tout. Est-ce que justement, toi, les matchs comme ça à stipulation, ce sont des matchs qui t'intéressent moins? Et justement, qu'est-ce que tu aimes dans ces matchs comme ça? Attention, quand je parle des matchs à stipulation, je te parle pas des matchs de championnat, parce que ça c'est tu vois, c'est classique, mais genre avec des armes.
J'aime les matchs Falls Count Anywhere OK. parce qu'il y a une plus grande créativité. De là à dire que j'aime les matchs hardcore, c'est pas nécessairement vrai parce que j'aime pas les deathmatch, j'aime pas les trucs de néon, barbelé, tous ces trucs-là. C'est pas mon style. J'aime vraiment la lutte classique. Par contre, j'aime vraiment ça, les matchs où il n'y a pas tant de règlements parce qu'on peut rajouter une dose de créativité de plus. Donc, c'est ça. C'est pas nécessairement d'aimer le hardcore que j'aime comme réponse, mais ce serait peut-être plus d'aimer où est-ce qu'on a une plus grande créativité. Sans que ça soit trop nécessairement violent. Comme j'ai dit, le feu, les néons, je fais bien des blagues avec ça avec mes amis, là, mais j'aime pas vraiment ça. Puis, c'est ça. Mais tu sais, un bon coup de chaise bien placé, c'est toujours le fun. Puis passer au travers d'une table, ça a toujours une bonne réaction. Donc, je suis pas fermé à l'idée. Mais si tu me demandes ce que je préfère, c'est vraiment un match 1 contre 1 normal avec un bon enjeu. Je pense que l'histoire au complet autour d'un match 1 contre 1, ça va toujours être la meilleure chose qu'il y a pour moi dans la lutte. OK. Justement, un coup de chaise ou juste passer à travers une table, tu l'as déjà pris ou pas du tout encore? Non, pas. J'ai pas passé au travers d'une table. Coup de chaise, j'en ai pris. Alors, la sensation, bon, ça fait mal, je me doute, mais je veux dire, la sensation, la première fois, parce que, comme on dit tout à l'heure, dans la vie de tous les jours, on se prend pas des coups de chaise, mais je veux dire, la première sensation que tu as eue, c'était comment? Bon, oui, ça faisait mal, mais est-ce qu'il y avait une autre sensation? C'est l'appréhension, je pense, de pas savoir ce qui s'en vient. C'est la peur de l'inconnu. Tu sais que tu as quelque chose qui va frapper fort qui s'en vient. Tu sais que ça s'en vient, mais tu peux pas regarder pour voir c'est quand que ça s'en vient. Donc, je pense que c'est ça. C'est juste de appréhender, l'appréhension, en tout cas, de savoir que tu as quelque chose qui va faire mal. Ça s'en vient. Tu sais pas quand, mais tu sais que ça s'en vient. Donc, je pense que c'est ça. Puis oui, ça fait mal. C'est pas le fun de recevoir un coup de chaise. J'en prendrais pas pour le plaisir. Mais pour la réaction que ça donne, au final, ben, c'est correct. Puis on n'en prend pas 1000 non plus. Là. On n'est pas Mick Foley comme The Rock qui prend des coups de chaise sans protection non plus. Là, c'est sûr. Ouais, non, mais je me doute. Et puis, pareil, tu vois, toi, t'as pas eu de tétanisement. Je sais pas si ça se dit, je suis désolé. Hein. Si je détruis la langue française, s'il y a des profs de français qui passent par là, ils vont dire, putain, qu'est-ce que c'est que cette destruction? Je suis désolé. Mais je veux dire, toi, t'as jamais eu de blocage. Je pense que je vais plutôt dire comme ça, c'est mieux. Mais le fait de savoir que tu vas te prendre un coup de chaise, t'as jamais eu de blocage psychologique en te disant, bah voilà, le coup de chaise arrive, tu vois, tu as un blocage? Non, je savais que ça s'en venait. J'étais prêt à ce que ça s'en vienne, mais ça n'a pas empêché que ça n'a rien empêché dans ma lutte au final. OK. Maintenant, avec du recul, je voulais savoir qu'est-ce qui est compliqué pour toi en étant catcheur? Qu'est-ce que tu fais en général au niveau des sacrifices? Est-ce que, par exemple, bon, tu m'expliquais un petit peu en off, hein, bon, comme quoi que tu avais des enfants, on parlera un petit peu de tes enfants, tu verras, j'ai une question, mais je parle pas trop de la vie privée ici, mais je veux dire, en général, est-ce que tu arrives le week-end à avoir un petit peu de temps pour eux? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de malheureusement de louper un anniversaire parce que voilà, il y avait un gala de catch ou autre, mais avec du recul, qu'est-ce qui est compliqué selon toi en étant catcheur? C'est quoi? C'est l'aspect financier? C'est quoi exactement qui est compliqué pour toi? Ben, je pense que c'est juste de trouver une bonne balance entre la vie de famille et la lutte. Parce que oui, on part, un jour de spectacle, on est parti en après-midi, puis on revient en fin de soirée à 10 heures du matin souvent. Donc, je pense que c'est ça le plus grand problème pas de problème, mais le plus grand sacrifice que je vois. Puis c'est juste vraiment de trouver une balance que je trouve le plus difficile là-dedans. Des fois, tu sais, genre, je suis excité, j'adore lutter, j'aimerais ça lutter tous les jours de la semaine, mais aussi, j'ai un emploi la semaine.
dans une boîte de production pour du montage vidéo. Tu sais, genre, faut que je sois présent à ça. Donc, je peux pas non plus prendre tout, tu sais, m'en aller de la ville tout le temps. Puis le week-end, ben c'est ça, j'ai une copine. Puis je vais te corriger, on n'a pas d'enfant encore, on en attend un. Ok. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est juste de trouver une bonne balance, je trouve. Puis aussi, je fais de la musique, donc j'ai un autre truc qui me prend du temps puis des ressources. Donc, c'est ça. Faut juste. Je pense que ce qui est le plus compliqué dans tout ça, c'est de réussir à faire arranger mon horaire pour que j'aie du temps libre, mais que je sois aussi capable de pratiquer le catch puis la lutte puis de faire ce que je veux entre-temps. Justement, comme tu viens de le dire, hein, tu as répondu à ma question. Bon, c'est pas grave, je vais quand même te la poser, mais différemment. Du coup, si un jour tu as des enfants, est-ce que tu les autoriserais, toi, à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Alors, si tu me dis non parce que bah voilà, tu ne souhaites pas, je peux tout à fait comprendre, hein, parce qu'il faut savoir qu'on m'a déjà dit non et avec les arguments, j'ai compris. Est-ce que toi, justement, si un jour tu as des enfants, est-ce que tu les autoriserais à faire du catch? Mais je crois que oui. Oui, je les laisserais. Pas nécessairement parce que ben, ils vont sûrement être élevés dans ce monde-là. Ils vont comprendre les risques. Puis s'ils les comprennent pas, je vais leur expliquer. Mais au final, oui. Mais la seule condition, c'est qu'ils aient 18 ans, au moins. Que leur corps... Parce que c'est pas naturel de faire ce qu'on fait avec notre corps. Puis je veux pas les empêcher de grandir ou d'avoir des problèmes de dos plus tard. Donc, la seule condition, ce serait vraiment qu'ils soient conscients de ce que ça représente, mais qu'aussi, ils aient l'âge de faire leur propre choix. Alors, je suis désolé, normalement, je n'avais pas cette question-là, mais tu m'as tendu la perche. Excuse-moi de la saisir. Je remarque que vous n'êtes tous pas d'accord, et tu vois, justement, c'est ça aussi, parce que on est là aussi pour donner son avis, et c'est ça aussi qui est intéressant, mais je vois que vous n'êtes pas tous d'accord avec ça. Toi, tu expliquais que ton enfant doit avoir 18 ans, justement, pour le faire, c'est-à-dire à sa majorité. Il y en a qui, justement, acceptent au niveau de l'école de commencer, enfin, tu vois, de prendre les élèves à partir de 15-16 ans. Pourquoi pas avant? 15-16 ans, ça marche aussi. Là, c'est juste que moi, mettons, personnellement, ce serait la limite que je placerais. Mais 15-16 ans, j'ai côtoyé des lutteurs qui ont commencé à 16 ans, puis ça va super bien, leurs affaires. Là. D'accord, ok. Non, c'était pour savoir. C'est pas une limite que j'ai mis là parce que je pense qu'en bas de 16 ans, en bas de 18 ans, c'est pas correct. Mais je pense que, honnêtement, c'est correct. C'est juste que moi, mettons, ce serait mon enfant, ben, il y aurait 18 ans pour le faire. Puis, il pourrait le faire un peu plus tôt aussi, si je connaissais bien l'école puis les entraîneurs aussi. Là, genre, on s'entend. Puis, s'il voudrait venir avoir du plaisir, il y a des gros matelas bleus qui existent, des trucs de gymnastique. Ben ça, il peut s'amuser là-dedans aussi. Là. Oui, non, mais je comprends. Après, faut aussi toujours faire un contrôle et tout, parce que faut pas qu'on commence à faire des chutes et tout, parce que après, c'est que comme ça, après qu'on détruit le catch, et je veux bien comprendre. Justement, tu parlais tout à l'heure que tu avais une compagne. Est-ce que justement, en étant catcheur, est-ce que ça aussi, c'est compliqué justement d'avoir une vie privée? Est-ce que, par exemple, ta compagne, toi, elle a réussi tout de suite à comprendre que bah, tu étais dans le catch, ou ça a été un petit peu plus difficile pour elle au tout début? Oh non, ça s'est bien passé. Là. Puis je pense que au Québec, on est quand même chanceux que ce soit pas notre vie principale tout le temps. Donc, genre, elle voit ça comme je fais un sport de week-end là, aussi. C'est pas... il n'y a pas eu de difficulté là-dedans. La seule difficulté qu'on voit, c'est vraiment de prendre le temps de justement doser mes temps de catch puis mes temps avec elle pour qu'on soit plus content. Et ça va, ça c'est pas trop compliqué, t'arrives à gérer? Ben oui, mais il faut que je fasse des sacrifices de chacun des côtés. Là. Oui, c'est sûr. Et justement, elle a pu venir te voir lors d'un gala? Oh oui, elle vient quand même souvent. Là. Elle vient. Sa réaction sur un de tes matchs, est-ce qu'elle se cache les yeux ou pas du tout, non? Mais non, je pense qu'elle est assez confiante que. Puis elle fait confiance aux gens avec qui je lutte.
C'est sûr qu'il y a des moves un peu plus risqués. Là. Disons, un superplex, ben, elle aime un peu moins ça parce que ça tombe de haut ou des trucs comme ça. Mais je pense pas qu'elle soit tant nerveuse. Je pense que ma mère est plus nerveuse quand elle vient me voir. Puis ma mère, elle vient me voir pratiquement à tous les spectacles. Donc, puis si elle vient pas les voir, ben, elle les regarde sur YouTube ou IWTV. Donc, c'est elle un petit peu plus, c'est elle qui est un petit peu plus frileuse sur ce que je prends puis ce que je suis capable de recevoir. C'est les mamans, après, j'ai envie de te dire, c'est un peu la base. Et juste une dernière question au niveau de ta compagne, t'inquiète pas, ça, c'est vraiment la dernière question. Est-ce que, parce qu'on sait en général, et surtout en plus toi qui est heel, on connaît les heels hein, qui ont des compagnes et qui les accompagnent. Il y a The Miz et il y en a eu tant d'autres. Est-ce que un jour, tu aurais peut-être l'idée que t'accompagne justement au niveau du ring qui pourrait faire un peu une Maryse bis, c'est-à-dire mettre des coups pendant que l'arbitre a le dos tourné. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu en as déjà parlé avec ta compagne ou vraiment pas du tout? Ça arriverait pas, là. Ça arriverait pas. Elle est trop gentille, puis je voudrais pas la soumettre à une pluie d'insultes comme ça. Non, mais on ne sait jamais, hein, parce que tu vois, en général, il y en a qui aiment bien avoir un petit peu, disons, tu vois, enfin, d'interaction, et je trouve ça un petit peu cool. Et pareil, juste, je voulais revenir, enfin, sur tes futurs enfants. Je voulais savoir, est-ce que tu n'aurais pas peur aussi également d'avoir cette image-là aussi qui traînerait au niveau de tes enfants, alors peu importe hein, que ce soit une fille ou un fils, mais d'être le fils de, tu vois, d'être ta fille, est-ce que tu n'aurais pas non plus aussi cette pression si jamais, bah, je sais pas moi, enfin, tu vois, elle démarre mal ou autre, ou peu importe, hein, tu sais, on est tous différents et tout, est-ce que tu n'aurais pas aussi, si jamais tu la lances dans le catch et puis que toi, tu t'es juste retiré, puis bah, tu dis, bah voilà, tu te débrouilles tout seul, comme maintenant, bah, tu vois, enfin, t'as 18 ans, est-ce que le fait qu'elle porterait ton nom et qu'elle aurait, entre guillemets, l'image derrière ton dos ou qu'il aurait l'image, parce qu'on ne sait pas, hein, ça peut être une fille ou un garçon, bref, est-ce que ça aussi, ça serait une crainte pour toi ou pas du tout? Parce que enfin, je vais te laisser répondre, excuse-moi, mais je sais qu'en général, c'est ce que certaines personnes, bon, ils me le disent pas là en interview, mais je sais qu'en off, ils me le disent aussi, c'est plutôt aussi par cette crainte-là, donc je voulais savoir si toi aussi, tu avais cette crainte-là. Je pense pas. Je pense que, tu sais, comme je te disais, c'est pas notre vie, c'est pas ma vie principale. Donc, je pense pas que, tu sais, d'ici 18 ans, tu sais, si mon enfant voudrait faire de la lutte, je pense pas que mon nom serait associé. Non, mais si ça le serait, ben, ça serait pas tant négatif parce que, tu sais, genre, au final, il va y avoir une poignée de personnes qui vont se rappeler de moi probablement rendu là. Ok, non, non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est bien un petit peu, tu vois, enfin, d'avoir des avis différents. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a apporté? Une plateforme pour développer ma créativité. Ok. Une place pour justement m'amener à me pousser plus fort puis vaincre certaines craintes. Euh, une, une raison pour me mettre en forme plus que ce que j'ai déjà été. Puis je pense que juste le fait d'avoir quelque chose qui me qui m'allume autant que ça, je pense que ça amène beaucoup de positif juste à pouvoir performer puis m'entraîner puis toutes ces affaires-là. Là. T'arrives à avoir des véritables amis enfin, du catch, mais je veux dire, en dehors, t'arrives, est-ce que par exemple, des fois, ça t'est déjà arrivé avec, bah, je sais pas moi, enfin, un de tes partenaires, un de tes adversaires, est-ce que ça vous arrive parfois un dimanche après-midi, vous avez rien, vous faites un barbecue ou un truc comme ça? Ouais, quand même souvent. Là. J'ai un cercle d'amis, puis il y a beaucoup de gens de la lutte qui en font partie, justement. C'est important d'avoir cette connexion comme ça aussi amicale. Mais moi, je trouve que oui, parce que au final, on fait confiance encore plus. Puis ben, ça fait que quand j'ai un match contre eux ou quoi que ce soit, ben, je suis encore plus excité parce que je sais que ça va être le fun puis que je vais avoir du plaisir.
OK. Ça sera pas tout le temps juste business puis des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est important. Puis en plus de ça, ben, ça fait qu'il y a un plus grand esprit de camaraderie dans le vestiaire. Tout le monde se supporte, puis tout le monde s'aide à s'élever vers le haut. Fait que quand tout le monde est sur le même point de vue, puis qu'on s'aide tous l'un et l'autre parce qu'on s'aime, ben au final, ça peut juste donner un meilleur produit. OK, et c'est très beau ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition parfois et je trouve ça un petit peu dommage. On arrive bientôt à la fin des interviews, mais je voulais juste encore continuer sur quelque chose. Euh, on parlait tout à l'heure hein, comme quoi que bah, toi, c'était uniquement que les week-ends que tu faisais ça. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que tu faisais en dehors du catch? Quel métier exerces-tu? Et c'est quoi un peu, est-ce que par exemple tu en parles à tes collègues de travail comme quoi tu es catcheur? Est-ce que ton patron est au courant? Et c'est quoi un petit peu le regard qu'ils ont eu quand ils l'ont appris ou quand ils l'ont appris? Est-ce qu'ils viennent un peu te voir ou est-ce que vous en parlez pas du tout? Comment ça s'est passé pour toi? Ben, de profession, je suis caméraman et monteur vidéo Ok. pour une boîte de production à Québec. Mes collègues le savent tous que je fais de la lutte, puis ils viennent tous ils viennent souvent me voir, puis ils s'intéressent à ce que je fais. C'est sûr, c'est hors du commun souvent parce que les gens, tu sais, on est quand même juste pas. C'est pas comme, admettons, le hockey ici au Québec où ce que tout le monde joue au hockey. Il y a comme une poignée de lutteurs au Québec. Donc, c'est sûr que ça les intrigue plus. Puis, tu sais, le monde, il pose plus de questions, mais au final, j'ai jamais eu vraiment de regard négatif sur ce que je faisais. Puis c'est ça, ça m'empêche pas de faire mon travail, ça m'empêche pas rien. Puis tu sais, les gens de mon travail, ça leur donne une petite opportunité de venir sortir le week-end puis venir me voir justement performer. OK. Alors, je voudrais juste, ça te dérange pas, qu'on met un petit peu le catch de côté et je voudrais juste qu'on approfondisse un petit peu sur ton métier. Si tu vois pas d'inconvénient, je voulais savoir, parce que tu vois, t'expliques que tu es caméraman et tout. Est-ce que tu as déjà fait, par exemple, des petits courts-métrages? Est-ce que des films également? C'est quoi exactement une de tes journées type exactement? Comment ça fonctionne pour les gens qui, comme moi, bon, tu vois, nous, on voit tous le caméraman, tu vois, on les voit des fois à la WWE, ils sont là avec leurs grosses caméras, ils sont là en train de filmer, mais c'est quoi exactement l'envers du décor et c'est quoi une journée type d'un caméraman? Mais moi, je suis plus axé sur le corporatif, donc c'est souvent des vidéos d'entreprise. Donc, mettons une bonne journée de tournage, c'est on va aller chez un client, on va installer le setup, mettons, de lumière, les caméras, et on va les prendre des entrevues. On a souvent des questions préétablies ou le client a ses propres questions. On les fait parler devant le micro, devant la caméra avec un micro, puis un coup que ça c'est fait, après ça, on prend des images de tous les jours. Mettons des images, dépendamment de ce que le client veut au final là, pour son entreprise. S'il veut montrer ses nouveaux locaux, admettons, ben, on va prendre des images des locaux, puis on va prendre des images des gens qui travaillent. Puis, ben, je retourne au bureau, puis là, je fais le montage de tout ça. Puis, c'est pas mal ça. C'est rien de compliqué. Euh, Lorsque j'étais aux études, j'ai fait un court-métrage avec la NSPW, justement, ça s'appelle Salut la visite. C'est disponible sur notre page Facebook. Euh, Si tu veux, je t'enverrai le lien. Là. Ouais, il n'y a pas de problème, on le mettra dans la description, comme ça permettra également aussi aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent d'aller se jeter un petit peu. Donc, c'était par rapport à. On avait une série de télé au début avec la NSPW. Puis c'était comme un segment qu'on avait fait. Puis ben, finalement, on s'est rendu compte que le segment était cool. Puis on en a fait un court-métrage. On l'a envoyé on a passé dans une compétition de court-métrage étudiant. Je sais pas si Léo Sunshine Harvey t'avait parlé que lui, il gérait un festival de cinéma. Je ne pense pas, non, non, il me l'avait pas dit. Parce que c'était son festival à lui, puis il est le président de l'organisme. Fait avec lui, on avait pu tout faire ça. Mais c'est ça. C'est pas le seul court-métrage que j'ai fait. Sinon, c'est ça. C'est pas mal du corporatif, puis pour des entreprises.
Ok, et juste dernière une question par rapport à ça, et après ne t'inquiète pas, on reviendra au niveau du catch, mais c'est parce que tu vois, moi j'aime bien m'intéresser aussi un petit peu à la vie des gens, et j'espère que ça te dérange vraiment pas de parler de ça. Je voulais savoir un petit peu, enfin, qu'est-ce qui te plaisait justement dans ce métier-là de caméraman? Je crois que c'est, encore une fois, je vais dire la créativité. C'est sûr que il y a des plans, il y a ce qu'on est habitué de voir à la TV, puis des trucs comme ça, mais il y a aussi le fait que en rentrant quelque part, tu peux savoir qu'est-ce que tu vas prendre comme image. C'est toujours un défi différent. Disons, il n'y a jamais une journée qui se ressemble vraiment. C'est des clients différents, c'est des projets différents. Il y a peut-être une formule qui est à la mode en ce moment, mais tu sais, genre, il y a toujours quelque chose que tu vas faire pour améliorer. Puis je pense que c'est juste je pense que ce que j'aime le plus, c'est la créativité, justement, puis le fait que je suis amené à euh, faire quelque chose que j'aime. J'aime ça. Puis c'est ça. Ok, bon bah du coup voilà, c'est bon. On a mis un terme au niveau de ton métier sur le côté, mais je trouve que tu vois, c'est important également de parler un petit peu de ce que les gens font aussi à côté, et j'espère en tout cas que ça ne t'a pas dérangé. On revient au niveau du catch. Je voulais savoir, c'était quoi l'un de tes meilleurs conseils qu'on t'ait donné? Bon, on t'en donnera certainement d'autres à l'avenir, mais pour le moment, aujourd'hui, quel était le meilleur conseil qu'on a pu te donner, que tu as pu justement appliquer, que tu te dis putain, c'est miraculeux, ça fonctionne vraiment en fait. Tu vois, c'est pas un conseil comme ça sorti de nulle part. C'est de prendre mon temps. Tout ce que je fais, si je pense que ça va, c'est lent, ben, je ralentis de 50% encore. Puis c'est la bonne vitesse. Parce qu'au final, les fans, ils voient ça. Toi, tu penses que c'est trop lent, mais ça l'aide les gens à justement euh, processer l'information dans leur cerveau. Tu sais, comme, disons, Chad Gable, quand il fait un German Suplex, il y a toujours genre le moment de tension dans les airs. Oui. Où ce qu'il fait, ben, c'est ça, prendre son temps, je pense. C'est comme toujours travailler en conscience qu'il y a quelqu'un qui prend une photo de ce que tu veux faire. Puis si tu es capable de faire prendre une photo au photographe, en plein milieu de ton action, mais c'est toi qui as fait quelque chose de bien au final. Tu dirais que c'est aussi important de prendre du plaisir sur le ring parce que toi tu prends du plaisir quand tu montes sur le ring, parce que c'est vrai que il y en a des fois on se demande s'ils prennent vraiment du plaisir, mais tu trouves que ça aussi c'est important de prendre énormément de plaisir sur un ring? Absolument. Je veux pas dire ça comme ça, mais je vais le dire comme ça. Au final, je me déguise, puis je vais faire des combats simulés avec du monde dans un ring. Donc, si j'ai pas de plaisir à faire ça, c'est pas ma vraie, c'est pas mon emploi. Donc, Oui. si j'ai pas de plaisir à faire ça, pourquoi je le ferais? T'sais? Genre, je suis pas payé des millions de dollars pour le faire. Fait que, tu sais, si j'ai pas de plaisir, si je prends ça trop au sérieux, sans dire que je le prends pas au sérieux, je prends ça au sérieux, je prends mon art au sérieux. J'essaie de donner toujours le mieux de moi-même, puis tu sais, genre, je respecte absolument tout ce qu'on fait. Mais d'un autre côté, si je prends trop ça au sérieux, ben ça vaut pas la peine non plus que je fasse ça. Parce que ça vaut pas la peine que je mette en péril ma santé mentale pour quelque chose que je fais par plaisir. Ok. Et pareil, une question compliquée à répondre, surtout en plus quand on sait qu'on a enregistré, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé parfois, par rapport au catch, toujours d'avoir des moments de burn-out, de se remettre un petit peu en question, de savoir si tu as fait le bon choix, si tu as fait le mauvais choix, parce que comme je disais tout à l'heure, certes aussi peut-être, bah voilà, ok, enfin vous avez une vie privée et tout, mais parfois, bah tu vois, ça peut être entre guillemets, attention, je suis pas en train de dire que c'est ça aussi pas pour tout le monde, mais tu vois,
des fois, on peut avoir des remises un peu en question sur certaines choses. Ça peut être aussi lié à des ruptures dans les couples, à des disputes. C'est pas souvent ça, mais souvent, tu vois, je veux dire, ça en fait partie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un peu de te remettre en question par rapport au catch et de se dire, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix ou pour le moment, t'en as pas eu et peut-être que t'en auras jamais. Hein. Ça m'est arrivé quelques fois. Je vais être honnête, là, ça m'arrive quand même. Puis je me dis souvent juste que c'est passager. Puis quand justement je retourne, puis je suis avec les gars, puis les filles, puis genre j'ai du plaisir, ben ça s'efface tout le temps, quand même assez souvent. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ce que je trouve ça un peu drainant, disons. Tu sais, il y a des gens non plus que c'est pas tout le temps fait pour eux. Mais je pense qu'au final, si c'est ce que tu veux, puis c'est ce que t'aimes, tu vas trouver quelque chose de beau là-dedans, puis tu vas vouloir continuer à en faire pareil. Moi, j'ai eu de la misère des fois, puis je me suis toujours remis. Fait que tu sais, ça arrive, puis je pense que c'est normal aussi que ça arrive. Donc, c'est ça. Ok, on finit avec 4 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté mon interview. Comme tu sais, on est tous humains avant tout et on ne s'entend pas forcément avec tout le monde. Sans citer de nom, parce qu'ici, on n'est pas là pour citer de nom et on n'est pas là non plus pour tirer sur des gens. Mais est-ce qu'il y a déjà des gens dans le catch qui t'ont déçu? Par exemple, je sais pas, pour X ou Y raison, parce que, je sais pas, à un moment donné, tu as peut-être voulu proposer quelque chose qui a déplu à une personne et du coup, vous vous êtes peut-être disputé par rapport à ça ou pour d'autres raisons, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont déçu dans le catch? Ben, c'est sûr qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde toujours. Moi, j'ai plus de la philosophie que si je m'entends pas avec quelqu'un, ben, je me forcerai pas non plus à m'entendre avec cette personne-là. Donc, si j'ai un problème avec quelqu'un, je vais juste m'arranger pour pas avoir à le côtoyer. Si je dois être dans le ring avec puis le côtoyer, ben au final, je vais être professionnel à 100%. Puis je vais faire ce que je vais faire. Mais tu sais, j'irai pas out of my way pour justement aller faire de quoi après les soirées de lutte avec cette personne-là. Mais j'ai pas d'énergie ni à mettre sur des mauvaises relations. Donc, si je suis pour avoir une mauvaise relation avec quelqu'un, je préfère juste ne pas avoir de relation. Ce qui me paraît logique et ce que je comprends tout à fait. On arrive à la question bonus. Je sais pas si tu avais déjà vu mes interviews et que tu avais été jusque-là, mais en tout cas, voilà, les gens qui vont venir prochainement. La question bonus, c'est la question la plus compliquée de l'interview. D'accord? Je vais donner une baguette magique virtuelle. OK? Tu as l'opportunité avec cette baguette magique de faire apparaître 3 catcheurs de ton choix. Ça peut être des catcheurs qui sont toujours vivants actuellement. Ça peut être des catcheurs qui sont morts. Mais si jamais je te demande 3 catcheurs que tu aurais aimé affronter, qui ça serait ces 3 catcheurs-là et pourquoi? Alors attention, 3, ça peut être compliqué. D'habitude, j'en demandais 1, mais comme on me respecte tellement ici que j'ai accepté pour 3, donc du coup, maintenant, je dis oui pour 3. OK. C'est compliqué, je sais, parce qu'il y a des milliards de choix, mais c'est pour ça que je l'appelle la question bonus. ça permet un peu, tu vois, de faire rêver les gens. Ouais. Je pense que numéro 1, ça serait Edge / Adam Copeland. Juste parce que c'est lui qui m'a accroché à la lutte. Puis j'aurais tellement à apprendre de lui que je sais pas, juste avoir Edge en face de moi, je serais excité puis ça serait immense. Prêt à te prendre un spire alors du coup? Absolument, j'en prendrais genre autant que ça prend. J'aimerais vraiment affronter. T'as peu. C'est compliqué, je suis désolé. Ouais. C'est pas que c'est surtout compliqué. Pourquoi? Oui. Sinon, je dirais pas ça. T'as peu. J'aimerais. Je te dirais AJ Styles parce que je pense que c'est impossible d'avoir un mauvais match avec AJ Styles. Puis ça me permettrait de voir à quel niveau je suis capable de performer parce que c'est tellement un haut niveau que genre est-ce que je suis capable. Puis je pense qu'à un certain point, c'est peut-être
trop, mais on va rêver rendu là. T'as pas peur du style clash qui a failli coûter la tête? Je crois que c'était, je sais plus c'était à qui. Enfin bref, il y avait quelqu'un qui avait pas bien sorti sa tête ou justement Ouais. inverse. Et puis ça aurait pu être une catastrophe. Le style clash, ça va, te fait pas plus peur que ça? Non, je pense que ça va. Je pense que je serais assez présent pour me bien me positionner le rendu là. Puis Et la un petit dernière dernier, du personne, coup, euh, c'est compliqué, je suis désolé. non, ça va. Triple H. Oh, The Parce que Game. la même raison que Edge, j'en aurais tellement à apprendre, tellement une belle tête de lutte. Il est incroyable. Euh, juste de comprendre comment que ces matchs sont montés, pourquoi il fait ça à certains moments, puis comment ça a bien marché tout le temps. Ça serait tellement une belle expérience de savoir comment faire ça. Puis je pense que j'en ferais vraiment plus grandi au final. Tu le préfères plus avec les longs cheveux ou avec les cheveux courts? Les longs cheveux, là. Les longs cheveux. Non, mais je sais pas, parce que ça serait que on l'avait déjà vu catcher avec les cheveux courts, et je trouve ça, enfin, je sais pas, j'aime pas. Je trouve que personnellement, je sais pas, enfin, maintenant, ça va, j'arrive à m'y faire, mais à l'époque, je me suis dit, c'est qui lui? Mais après, oui, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok, ouais, il a la même tête, ça a pas changé. Du coup, comme je te dis, on arrive vraiment à la fin de la question, et je vais te reposer un petit peu la question que je te parlais un petit peu tout à l'heure, comme quoi que vous êtes pas trop, dessus. Alors, tu as plus ou moins répondu à la question, mais là, je te parle en général, hein, pas de la NSPW, mais vraiment en général dans ta vie perso, dans tes moments personnels. Je voulais savoir si tu regardais encore le catch et si tu avais encore cette même flamme que tu avais à tes tout débuts. Le fait que tu sois aujourd'hui catcheur, est-ce que tu as encore cette fameuse étincelle en toi? Est-ce que, par exemple, je sais pas, récemment, on sait qu'il y a eu SummerSlam, est-ce que, par exemple, les gros pay-per-view comme ça, tu regardes, est-ce que tu prends le temps un peu de regarder la WWE, la AEW ou vraiment pas du tout? Et est-ce que justement tu arrives à être ce côté fan, ou alors parfois malheureusement il y a toujours ce côté de catcheur qui regarde toujours les positionnements des catcheurs pour savoir comment ils sont placés, enfin ce côté analyste? J'écoute encore beaucoup de lutte. J'écoute surtout. Il y a tellement de contenu là, aujourd'hui que c'est dur de keep up. Je regarde souvent Ross McDonald NXT. Je regarde les faits saillants sur YouTube. D'accord. Ok. Les pay-per-views, je les écoute. Sinon, All Elite, j'écoute All Elite tous les mercredis parce que je trouve que c'est là que je trouve qu'il y a il y a beaucoup de monde qui vont dire que les matchs à All Elite, c'est trop du indie, mais c'est un peu. J'aime ça, ce style de lutte-là aussi. Okay. Donc, j'écoute All Elite. Puis j'écoute TNA aussi, Impact, les jeudis, parce que je trouve que les storylines sont belles. La lutte est bonne. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, je regarde ça. Puis au travers, quand j'ai du temps, j'aime vraiment écouter MLW, GCW aussi. Non, c'est ça. Je suis encore un grand fan de lutte. Puis j'écoute vraiment souvent de la lutte. J'essaye de me tenir au courant. Pendant un bout, j'ai vraiment aimé aussi. J'écoutais souvent New Japan Pro Wrestling. Le seul problème, c'est que à un certain point, j'ai plus de temps dans une semaine pour tout faire. Donc, c'est ça. C'est la seule raison pourquoi j'arrête. Puis, j'essaie aussi de me tenir au courant des fédérations québécoises, puis de la lutte indie en général. Donc, mais je suis un grand fan. Puis quand j'en écoute, souvent, je mets mon cerveau à off. J'essaie pas de regarder ça d'un esprit analytique. J'essaie de regarder ça comme le petit gars de 14 ans qui a découvert la lutte il y a 15 ans, puis genre qui adore regarder ça, puis qui est tout le temps émerveillé par ça. Donc, c'est important pour toi de garder cette connexion, parce que c'est vrai que
comme je te disais, hein, j'ai remarqué, et c'est ça aussi, moi, tu vois, qui me fait peur, parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait un entraînement de catch. On a voulu justement me faire rentrer là-dedans. Moi, je l'ai dit, hein, je me sens pas du tout capable de le faire. Pour moi, c'est pas du tout pour moi. Et puis, ce que j'aurais peur, c'est de ce côté-là, tu vois, le côté de découverte et voir un peu comment ça se passe. Et tu vois, en fait, il y aurait plus de part de magie dedans, tu vois, de part de mystère. Et puis également aussi, tu vois, d'arrêter de regarder, tu vois, le catch et de me concentrer uniquement qu'à moi. Personnellement, tu vois, je me dirais, après peut-être que je dis ça là uniquement qu'en tant que fan, et puis qu'un jour, je sais pas, j'aurais peut-être l'idée de génie de monter sur un ring, mais je pense pas que ça arrivera un jour. Mais je veux dire, non, moi en tout cas, tu vois, c'est vraiment cette peur-là, et c'est bien, toi en tout cas, que tu gardes ça. Et comme je te dis, on finit vraiment avec 2 dernières questions. Est-ce qu'il y a un endroit où tu as le plus aimé aller catcher du côté du Québec, et un endroit où tu as le moins aimé? Attention, quand je parle bien moins aimé, je préfère le dire à tout le monde pour éviter de vexer les Québécois. C'est pas contre vous. Des fois, ça peut être aussi une raison du public, hein, qu'on n'a pas aimé, mais parfois, tu vois, ça peut être par exemple les locaux. Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà dit que se sont changés et qu'ils aimaient pas cet endroit-là parce que il y a pas de vestiaire accès pour eux. La mairie ne leur donne pas accès aux vestiaires ou autre. Donc du coup, ils sont obligés de se changer dans les camions, tu vois. Enfin, ils sont obligés de s'adapter. Est-ce que toi, il y a un endroit où tu aimes bien aller catcher et un endroit où tu n'aimes pas aller catcher? Je crois que un des endroits que je préfère, l'endroit que je préfère, c'est la ville de Québec, là, où ce que je lutte régulièrement. Limoilou, que ce soit un spot show à Val-Bélair ou tous les endroits comme ça. Toujours du plaisir. J'ai jamais. Non, j'adore ça, lutter dans la ville où ce que je suis en ce moment. Puis sinon, les endroits que j'aime un peu moins, j'ai jamais vraiment eu de mauvaise expérience jusqu'à maintenant, donc je pense que je serais pas capable de t'en dire. Non, Ok, ça non, va. mais c'est pas grave. Si on n'a pas, il n'y en a pas. Du coup, une question beaucoup plus facile. Bon, beaucoup plus facile, oui et non, hein, tu sais, c'est un peu le rituel de la chaîne, mais je te promets que c'est vraiment la dernière question. Et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. On va parler un petit peu de tes projets pour le futur. Si je te dis, où est-ce qu'on te, ouais, est-ce que tu penses être toujours dans le catch dans 10 ans, par exemple? Bon, on dit à chaque fois, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, mais est-ce que dans 10, dans 15 ans, tu te vois encore dans le catch ou plus trop, ou en tout cas dans l'univers du catch, peut-être en tant que dans les promotions, peut-être uniquement qu'entraîneur? Est-ce que tu as un jour l'envie comme beaucoup de monde, de créer une école de catch et de pouvoir avoir des gens sous ton contrôle et tout? Enfin, c'est quoi là ton futur pour toi? Je pense que j'aimerais ça lutter le plus longtemps possible, là. C'est dans la mesure du possible. On sait jamais ce qui peut arriver. Puis, comme j'ai dit un peu plus tôt, je peux pas non plus. J'ai pas envie d'hypothéquer mon corps pour à vie, tu sais, admettons. Donc, mais tu sais, je veux lutter longtemps. Je m'arrange pour lutter longtemps. Je prends soin de mon corps, puis toutes ces choses-là. Mais tu sais, sinon, j'aimerais ça rester dans la lutte pendant un bon moment, là. J'aimerais ça. Tu sais, c'est un peu un monde fou, mais c'est un monde tellement accrochant et passionnant que c'est dur de se voir plus En à dehors du l'intérieur de la catch, lutte. ouais. Ouais. Mais tu sais, le jour où je vais arrêter de lutter, je vais arrêter de lutter. Je suis pas une. Puis tu dois avoir ça souvent en entrevue. Mais je pense que je suis pas quelqu'un qui va prendre une retraite puis qui va revenir dans 5 ans pour repartir, là. Le jour où je vais arrêter de lutter, je vais arrêter de lutter. Ok. On espère que ce ne sera pas demain la veille. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. Je vais te laisser avec le mot de la fin, parce que oui, il faut que tu conclues cette interview avec ce que tu veux, que ce soit promo, réseaux sociaux, bref, ce que tu veux. Et je veux savoir, je sais que j'ai fait chier les gens à chaque fois, je dois faire chier les gens qui nous écoutent, mais est-ce que toi aussi tu fais partie? Et si vous en faites partie, c'est tant mieux, mais justement, c'est pour vous donner des followers en plus. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui Twitch, tu vois, qui jouent à la console ou pas sur Twitch et tout? Enfin
bref, si oui, n'hésite pas à nous le dire et je mettrai ton pseudo dans les commentaires. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette interview. C'est moi qui te remercie. Merci de nous donner une plateforme pour montrer notre personnage ou notre catch un peu plus à l'international. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook. J'ai un TikTok, mais le TikTok n'est pas très actif, donc c'est ça. Mais sinon, peut-être juste regarder, je vais t'envoyer des liens, mais tu sais, mettons, Generation Next, notre spectacle est une fois par mois. Il est live sur YouTube, c'est gratuit. Puis sinon, NSPW, on est sur IWTV, Independent Wrestling, fait que tu sais, il y a toujours moyen de nous voir. Je pense que collectivement au Québec, notre fédération, en tout cas, je pense que toutes les fédérations au Québec, n'importe quelle lutte au Québec, on travaille tous dans l'optique de donner le meilleur spectacle possible. Donc, je pense que c'est général pour toute la lutte au complet. Mais, fait que je pense que juste jeter un coup d'œil aux produits québécois. Puis, tu sais, genre, je sais que c'est pas toujours évident à cause des décalages horaires, puis du fait que c'est en live, mais au final, vous êtes capable de le voir sur YouTube, vous êtes capable de le voir sur la WTV. Je pense que juste, si vous voulez encourager la lutte québécoise autant, tu sais, on peut toujours nous regarder. Il y a moyen de nous voir. Ok, encore une fois, merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Ciao tout le monde. Merci.